Monsieur le Président, chers maîtres, chers collègues, donc je vais vous parler de la bilobectomie pour cancer. La bilobectomie, c'est une intervention qui est depuis longtemps pratiquée. Elle a été pratiquée pour la première fois dans les années 30 par un chirurgien qui s'appelait Churchill. Et il faudra attendre les années 90 pour voir les premières séries publiées. C'est une intervention que pratique régulièrement, enfin de temps à autre, chaque chirurgien thoracique, mais dont les résultats ont été assez peu rapportés. Alors, comme vous le savez, l'exérèse radicale reste le meilleur traitement des cancers bronchiques non à petites cellules, et la lobectomie avec curage ganglionnaire complet est généralement l'intervention de choix chaque fois qu'elle est possible. Pour éviter la pneumonectomie, qui est une intervention plus lourde, des techniques conservatrices ont été développées, comme la lobectomie avec résection d'anastomose bronchique, ou donc cette bilobectomie qui est soit supérieure et moyenne, soit inférieure et moyenne. Alors c'est une intervention qui, depuis les années 90, a été, à la suite de quelques rapports, réputée assez à risque, assez proche de la pneumonectomie bien souvent. Donc cette étude, elle porte sur une analyse rétrospective de janvier 1999 à juin 2012 pour étudier la mortalité, la morbidité et les facteurs favorisant les complications post-opératoires, la survie et les facteurs pronostiques de survie. Il y avait 104 patients, grosso modo il y avait 50% de bilobectomie supérieure et moyenne et autant de bilobectomie inférieure et moyenne. Vous avez là la répartition histologique qui est habituelle dans les cancers du poumon opérés. Toutes les comorbidités ont été listées pour chaque patient de façon attentive. Je ne vous présenterai pas la diapositive parce qu'elle serait fastidieuse, mais on a fait une étude très rigoureuse de toutes les morbidités. Alors, les indications principales pour la bilobectomie supérieure et moyenne, c'est avant tout un envahissement de la petite courbure entre le segment ventral du lobe supérieur et le lobe moyen. Et la scissure, pardon. Et pour les bilobectomies inférieures et moyennes, c'est avant tout un envahissement du tronc intermédiaire qui oblige à retirer les deux lobes inférieurs. Alors, la mortalité opératoire, elle a été de 0,96%. Un patient est décédé d'une infection à pneumocoque. Il a développé un SDRA, on lui a posé une ECMO et malheureusement, il est décédé. 29% des patients ont eu des suites simples avec une durée d'hospitalisation de 11 jours. La morbidité générale a été de 71% avec 9,6% de complications sévères, ce qui se traduit par une durée d'hospitalisation, comme on le voit, de plus d'un mois pour ces patients-là qui ont fait des longs séjours en réanimation, contre les autres patients qui ont fait des complications, mais beaucoup moins graves, pour lesquelles la durée d'hospitalisation était de 13 jours. Bon, voilà le tableau des complications. Donc, dans les complications sévères, il y a une dizaine de patients qui ont fait des défaillances respiratoires avec des SDRA importants, mais ils s'en sont sortis. Il y a eu 2 fistules bronchopleurales qui ont été traitées par un lambeau musculaire d'intercostal et ces patients s'en sont sortis. 2 ampièmes sans fistule qui ont conduit à 2 thoracostomies, une embolie pulmonaire massive qui a été traitée par CEC et le listing des autres complications mineures dans lesquelles il y a pas mal d'encombrement ou de pneumopathie, voilà, bien que la différence rétrospectivement est souvent difficile à faire. Alors, quand on fait l'analyse des facteurs qui ont favorisé les complications post-opératoires, on a trouvé que les hommes étaient plus à risque, les BPCO avec des VEMS altérés en dessous de 70%, et que les complications étaient plus fréquentes après la bilobectomie inférieure et moyenne. Ceci vraisemblablement parce que cette bilobectomie retire plus de segments que la supérieure et moyenne. Elle retire 7 segments alors que l'autre n'en retire que 5, ce qui laisse une cavité résiduelle qui est plus large. Et cette cavité résiduelle, elle est source d'un poumon qui va s'accompagner d'un épanchement pleural ou d'un bullage prolongé. Alors pour sortir de minimiser, enfin réduire le risque de complications après bilobectomie inférieure et moyenne, maintenant, je réalise très largement, quasiment systématiquement, la résection de la 6e côte. Là, c'est une radio récente pour adapter la taille de la cavité résiduelle au lobe restant. Et ça, je dois dire que sur les 10 patients opérés cette année, ça m'a donné satisfaction. D'autres auteurs ont proposé la parésie du nerf phrénique transitoire ou la création d'un pneumopéritoine. Alors, voilà les
données de la littérature concernant la mortalité. Donc la mortalité, comme je vous l'ai dit, elle se situe aux environs de 5%. Dans trois registres, les trois registres, la base américaine, elle est à 3-4%, la base française, elle est à 6,9%, la base européenne à 4,5%. Donc on a eu à Caen de bons résultats concernant la mortalité. Concernant maintenant, quand on regarde la survie globale de ces patients, on observe une survie globale à 50-57%, mais surtout quand on l'étudie par stade, on observe ces chiffres de 85% dans les stades 1, 48% dans les stades 2, 29% dans les stades 3. Et quand on regarde ces chiffres et qu'on les compare par rapport aux données de survie de la classification internationale, aux données récentes, on voit que nos chiffres sont tout à fait dans l'ordre des chiffres qui sont donnés par cette classification internationale qui est basée essentiellement sur des survies après lobectomie ou pneumonectomie. Donc on peut dire que la bilobectomie offre à 5 ans des survies comparables aux autres exérèses, et que donc elle doit être choisie chaque fois que possible et préférée à la pneumonectomie, qui est une intervention beaucoup plus lourde, dont la mortalité, la pneumonectomie droite se situe autour de 10% bien souvent dans beaucoup de registres. Donc voilà. Et sans compter on laisse aux patients moins de parenchyme pulmonaire, bien sûr. Bon, dans cette série, pour mémoire, il y avait quand même des chiffres intéressants sur les N2, où on a eu une survie tout à fait correcte à 5 ans dans ce sous-groupe, mais que ces N2 sont souvent en général des découvertes histologiques et non pas des découvertes préopératoires, bien que certains patients ont eu de la chimiothérapie néoadjuvante. Donc il y a 20% dans cette série de patients qui ont eu de la chimiothérapie néoadjuvante, donc on a des survies à 5 ans dans les N2. Et un chiffre également intéressant, dans les résections incomplètes microscopiques, les R1, on a aussi des patients qui sont de temps en temps survivants à 5 ans. Alors, en analyse univariée, les facteurs pronostiques, on a retrouvé donc le stade, on s'y a tenté, et donc le T et l'atteinte ganglionnaire, la résection complète et le tabagisme persistant. Et en analyse multivariée, un tabagisme persistant actif et un stade avancé étaient les facteurs prédictifs d'une moins bonne survie à 5 ans. Ce problème du tabagisme actif persistant comme mauvais facteur de pronostic de survie à long terme après les cancers opérés, ça a été retrouvé par plusieurs auteurs et ça fait l'objet d'ailleurs d'une méta-analyse d'un auteur que j'ai cité dans l'article. Alors en conclusion, la bilobectomie peut être réalisée avec une mortalité faible, une morbidité acceptable et offre pour les cancers du poumon une survie à long terme conforme à stade égal aux données TNM. Le volume de la cavité résiduelle doit être réduit, et particulièrement après bilobectomie inférieure et moyenne, afin de limiter les complications qui sont plus fréquentes après cette bilobectomie. Enfin, un tabagisme actif et un stade avancé sont des facteurs de mauvais pronostic. Je vous remercie. Merci d'avoir très bien présenté et respecté les temps. Monsieur Grunenwald. Merci. Philippe Picard nous présente donc le résultat d'une intervention qui est assez classique depuis une vingtaine d'années, mais qui est très rarement, c'est vrai, analysée dans la littérature, et pourtant, ça fait quand même partie de notre quotidien. Alors sa série, elle présente 100 cas répartis entre les deux types de lobectomie qu'il nous a décrits. Je voudrais insister pour ceux qui ne sont pas chirurgiens thoraciques ici, qu'il faut rappeler quand même que l'anatomie est très importante dans cette opération, parce que la lobectomie, le lobe supérieur et le lobe moyen ont un drainage veineux commun, et des bronches et des systèmes artériels séparés, alors que le lobe inférieur et le lobe moyen, c'est l'inverse. Ils ont un système bronchique et moyen et artériel commun et des veines séparées. Et ces circonstances anatomiques font que, qui ont d'ailleurs en outre été très bien décrites par Christian Cabrol avec des quantités de variations, font tout l'intérêt anatomique et de la dissection chirurgicale, mais en même temps à l'origine probablement des facteurs de risque particuliers de ces bilobectomies. Pourquoi ? Parce que premièrement, le drainage veineux étant
inconstant et difficile, souvent, il peut y avoir lésion ou sténose ou éventuellement interruption totale d'un drainage veineux périsegmentaire. Et ces drainages veineux périsegmentaires étant interrompus, risque de thrombose et risque d'un éventuel infarctus veineux qui, lorsqu'il est important, peut être catastrophique. Quand il ne l'est pas, peut entraîner des complications en cascade. Deuxièmement, il l'a répété, quand on enlève 2 lobes au lieu d'1, eh bien, on enlève plus de parenchyme pulmonaire. On laisse une cavité beaucoup plus importante dans une cage thoracique rigide. Et cette cage thoracique va avoir du mal à se réhabiter. La nature a horreur du vide. On y met un épanchement pleural dans lequel va baigner une suture bronchique inférieure en cas de lobectomie inférieure et moyenne, ou 2 moignons bronchiques en cas de lobectomie supérieure et moyenne, puisqu'il y a 2 bronches à suturer. Alors la série qui est présentée ici comporte exclusivement des cancers du poumon. Il se trouve que, comme j'étais parti à l'étranger, je n'avais pas ton abstract, j'ai lu ton article publié il y a un mois, dans lequel tu publiais toutes tes bilobectomies, dans lequel figurait également un certain nombre de pathologies infectieuses, aspergillaires, etc. Et par ailleurs, quelques métastases carcinoïdes aussi. Il y avait une dizaine de quelques métastases pulmonaires. Je voudrais juste faire une petite remarque là-dessus. Je trouve que c'est un petit peu gonflé quand même que pour une maladie métastatique de faire une bilobectomie. Mais enfin, ça, c'est un point de vue personnel. Troisièmement, des carcinoïdes. Et on sait que les carcinoïdes ont la particularité de se mettre souvent dans le carrefour entre le lobe moyen et le lobe inférieur, parce que ces tumeurs-là, pour une raison que j'ignore, se mettent souvent là. Alors, sur un plan technique, je me suis appuyé sur ton article. Sur un plan technique, il est intéressant de voir que tu ne laisses qu'un seul drain thoracique à l'issue de ton intervention. Nous, c'est ce qu'on fait depuis une quinzaine d'années aussi. En fait, il faut savoir que c'est une rupture d'un paradigme, puisque lorsque j'étais petit, mes maîtres m'ont appris à mettre 3 drains en cas de bilobectomie, 3 drains en cas de lobectomie inférieure dans certains cas. Et cette rupture du paradigme, d'ailleurs, tu l'as publié, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années. Ce qui est intéressant de lire dans ton article, c'est que ce simple drainage n'a pas eu d'influence sur les conséquences en termes de complications septiques ou autres. Alors j'étais frappé à propos des complications parce que dans l'article, tu mentionnes quand même un taux de complications de 26% de morbidité, ce qui me paraît très important et qui illustre les difficultés que j'ai soulignées tout à l'heure. Ce qui est classique, c'est de trouver plus de complications dans les lobectomies inférieures et moyennes que dans les supérieures et moyennes, et tu l'as souligné. Alors, quand on compare avec les 2 séries récemment publiées, une série de Milan, italienne, et une autre de Chicago. Dans la série de Milan, on trouve 47% de complications post-opératoires, 47%, et une mortalité de 1,4, ce qui est proche de la tienne. Et à Chicago, 31% pour les bilobectomies supérieures et 51% pour les bilobectomies inférieures, avec une mortalité globale de 4%. Alors, dans ta présentation aujourd'hui, tu présentes 70% de patients qui ont une complication, mais beaucoup sont mineurs, et 9,6% de complications considérées comme sévères. Malgré ça, une mortalité très faible qui est de 1% dans la présentation d'aujourd'hui et de 0% dans l'article. Mais la période de référence il y a eu 1 an et demi de différence. Oui. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles la mortalité est faible, c'est qu'il doit y avoir une très bonne prise en charge de ces complications. Et les complications en chirurgie thoracique, je le rappelle, sont très graves. Alors, une des qualités de ton travail, en particulier dans ce qui est publié, c'est d'avoir très méticuleusement étudié les comorbidités et le rôle de ces comorbidités sur la survenue des complications. Ce que je regrettais, c'est que tu n'utilises pas l'indice de Charlson pour numériser ces complications. La survie à 5 ans, il n'y a pas de commentaire, elle est conforme aux données de la littérature. Je pense qu'il faut féliciter Philippe Picard et son équipe pour la qualité des résultats à long terme, et qui est certainement liée à une détermination dans le management des turbulences post-opératoires. Alors j'ai une question qui concerne précisément la différence de morbidité que j'ai observée entre l'article, 26%, et ce que tu nous as présenté ici, qui est de 9,6%. Il y a quand même une différence. Alors, je pense que... la question que je voulais te poser, tu as répondu à ma deuxième hypothèse dans ton exposé. Ma première hypothèse, c'était que, comme il y a une majorité de cancers dans la population présentée dans l'article, mais pas que des cancers et des pathologies infectieuses, qu'aujourd'hui tu ne nous as présenté que des cancers, peut-être que ces pathologies infectieuses se compliquent plus que les cancers. Non. Et la deuxième question, si tu permets, c'est de savoir si, depuis cette publication, et tu as répondu à mes questions, est-ce que tu as modifié tes pratiques? Oui, puisque apparemment tu enlèves la 6e côte pour réduire la cavité thoracique. Je te remercie. Oui. Merci. Pour la première question, en fait, dans l'article que j'avais publié sur les bilobectomies, toutes indications confondues, on avait fait pour décrire les complications, 3 groupes. 4 groupes, pas de complications, complications mineures,
complications moyennes et complications majeures. Complications majeures, il y a 10 cas ou 9, et on les retrouve là. Et en fait, là, on a poolé les complications mineures et moyennes. Mais c'était peut-être d'ailleurs plus intéressant de faire comme on avait fait, c'est-à-dire que les 100 complications, la durée de séjour de mémoire est de 11 jours, avec des complications mineures, elle est de 13 jours, avec des complications de sévérité moyenne, elle est de mémoire de 16 jours dans l'article, et quand on passe aux complications majeures, elle atteint 30 ou 40 jours. Donc là, comme on a poolé, ça a changé la présentation, mais les chiffres sont les mêmes. Et quant à la résection de la 6e côte, je crois que c'est vraiment majeur. Je n'avais pas réalisé ça avant de travailler sur ce sujet, que je pense qu'il faut absolument réduire la cavité résiduelle à pré-bilobectomie inférieure et moyenne. Et j'ai fait une dizaine de cas là, en un an et demi depuis que j'applique ça, et vraiment toutes les suites ont été vraiment simples. C'est vraiment, je pense, un progrès. Je pense que l'écrasement du nerf phrénique, on peut oublier. Non, il y en a un auteur italien qui le fait. Bon, je pense que ça pose un problème de traumatiser un nerf qui n'a rien fait à personne. S'il arrive après un pépin en post-op, on risque de s'en vouloir. Au niveau médico-légal, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je n'ai pas l'expérience. Enfin, il a l'air de dire qu'il est content. Le pneumopéritoine, ça m'est arrivé d'en avoir fait quelques-uns devant un bullage prolongé. Bon, c'est toujours éprouvant, c'est éventuellement dangereux. D'ailleurs, une fois, j'ai un peu injecter de l'air dans du foie, en fait, alors que j'aspirais rien. Donc, bon, voilà, je préfère la 6e côte. J'ai une question béotienne, mais c'est quand même très, très différent. Parce que dans la bilobectomie inférieure et moyenne, on a une suture bronchique terminale. Dans la... je ne me trompe pas, hein, dans la lobectomie supérieure et moyenne, il y a une résection. Il y a 2 sutures bronchiques. Avec une... Non, il y a 2 sutures bronchiques. Ah, donc il y a pas, ça exclut les sleeves. Non, parce que de temps en temps, je ne pas rentrer dans le détail, il y a eu 2 ou 3 cas de sleeve résection de la bronche lobaire supérieure réimplantée dans la bronche souche, plus donc vous les avez gardés. Je les ai gardés, il n'y a pas eu de complications. Bon, c'était ma question. Oui, monsieur Andréassian. Je porte le micro. Attends, une seconde. C'est filmé. Pour en revenir au cancer, vous avez montré le très mauvais pronostic des formes N1, qui est de l'ordre de 15 à 20% de survie. Les formes N1. Oui. Alors, que proposez-vous pour en faire le diagnostic en préopératoire, en péropératoire, et éventuellement, est-ce qu'il ne faut pas faire plus qu'une bilobectomie pour ces formes N1 ? Alors, dans cette série, c'est vrai que les résultats des formes 1, ils sont pas très bons, mais enfin, ils sont quand même dans la fourchette publiée. Ils sont l'ordre de 30, je ne sais plus la diapo, 30%, et habituellement, les N1, ça tourne autour de 45%. Bon, il faut savoir que dans cette série, il y a quand même presque 20% des patients qui ne supportaient pas une pneumonectomie, donc on ne pouvait pas leur faire plus qu'une bilobectomie. Bon, l'échantillon n'est pas non plus très large, donc on ne peut pas trop... effectivement, est-ce que dans une forme N1, il ne faut pas faire une pneumonectomie bon, ça a été souvent un sujet de débat. Actuellement, on admet que non. Bon, voilà, c'est vrai que dans cette série, les résultats du N1 sont un peu moins bons qu'espérés. Pour répondre à ta question, Bernard, maintenant, entre le PET scan et l'écho-endoscopie endobronchique avec une ponction cytoguidée, on a ces diagnostics, mais je pense que sur la série historique qu'a présentée Philippe, il n'avait pas ces données-là. Bon, je vous remercie. Merci. Je félicite les gens qui se sont déplacés parfois de loin pour faire des présentations fort intéressantes. Envoyez-nous vite le texte pour les e-mémoires. Je rappelle que dorénavant, nous pourrons mettre le texte en regard de la présentation en vidéo. Donc ça valorise vraiment la présentation.